Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission ce vendredi avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France et le réseau Via Télévision, les Indés radios, 130 radios qui sont également nos partenaires sur tout le territoire français et avec TV5 Monde. 3 parties dans cette émission, dans un instant le JT des territoires et puis après la météo, c'est Territoire d'Info avec l'invité politique en direct sur ce plateau. Aujourd'hui c'est Hugo Bernalicis, le député La France Insoumise du Nord qui sera ici. Voilà, dans un instant on passe au JT des territoires, à tout de suite, je vous y retrouve. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Le Brexit devrait être repoussé de quelques semaines selon les dernières négociations à Bruxelles. L'inquiétude des entreprises françaises ne sont pas levées pour autant. Exemple en Bretagne, quelles conséquences sur leur activité? Comment anticiper un potentiel no deal? Pour les accompagner face à ces problématiques, un Brexit Tour a été lancé par l'association Bretagne Commerce International. Karine Chevrolier pour TB Sud s'y est intéressée pour nous. Fabrication d'accessoires pour planches à voile, production de peinture pour la navigation de plaisance, voici les 2 activités principales de cette entreprise dont le chiffre d'affaires s'élève à 4 100 000 €. Ici, 40% de la production est destinée à l'export. Même si le Royaume-Uni n'est pas un partenaire principal, il représente des perspectives de développement pour l'heure en suspens. On était dans une situation de marché aujourd'hui de transition, on changeait d'importateur et on avait un projet de développement de multiplier par 2, par 3, par 4 notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous sommes pleinement en expectative. Qu'est-ce qui va se passer? Pour 2 raisons. Forcément des droits de douane ou une situation de marché qui va évoluer. D'autre part, la normalisation peut être un élément important de frein pour nous au développement. Technologie, alimentaire, transport, cosmétique, entre 500 et 600 entreprises bretonnes entretiennent aujourd'hui des relations commerciales avec le Royaume-Uni à l'export et à l'import. Pour les sensibiliser à l'impact du Brexit, une série de réunions. On voit beaucoup de personnes quand même qui viennent sur ces réunions parce que là il y a plus un échange et ils sont plus actuellement en situation de demande et de repartir avec des idées. Oui, il faut qu'on se pose les bonnes questions à l'intérieur propre de notre entreprise. Là, on voit des entreprises qui découvrent quelques-unes, comme quoi c'est très facile de travailler avec l'Europe, elles s'en rendaient même plus compte. Pour eux, c'était comme si je travaillais sur du territoire national. Et puis de se dire, en effet, ça peut être plus compliqué dès qu'on travaille sur des pays tiers. Reste une certitude, un épais brouillard va flotter sur ces entreprises bretonnes. Du côté de leurs homologues anglais, le CBI, l'équivalent du MEDEF en France, les invite à planifier le pire pour espérer le meilleur. Ce journal, maintenant, les compteurs Linky font toujours polémique. La pose des compteurs Linky devant la justice, 20 tribunaux de grande instance, dont celui de Bordeaux, ont été saisis en référé par des particuliers qui refusent la pose de ces compteurs dits intelligents au nom du respect de la vie privée, mais aussi du droit à la santé. Reportage de Dominique Parmentier pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest à Bordeaux. Les avocats des 206 requérants demandent au juge des référés que les installations de compteurs soient suspendues ou, selon les cas, remplacées par un compteur, je cite, plus simple et plus sûr. Pour eux, le compteur Linky, avec toutes ses données personnelles exploitées par Enedis, est une atteinte à la vie privée. Mais pour Maître Urmic, c'est surtout un risque pour la santé. Parmi les 206 requérants, il y a des gens qui sont atteints d'une maladie qui s'appelle l'hypersensibilité, qui fait qu'ils sont totalement allergiques à ces champs magnétiques et qui font médicalement, nous produisons des certificats médicaux disant que l'électrosensibilité est une véritable maladie qui fait que ces gens-là ne sont pas à même de pouvoir accueillir chez eux ce type de compteur. C'est surtout le principe de précaution. Nous avons des études médicales que nous produisons devant le juge des référés, notamment l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui fait quand même autorité, qui dit qu'actuellement, il y a beaucoup d'incertitudes sur les conséquences sanitaires de la pose des compteurs Linky. Il n'y a pas plus d'effet significatif du compteur Linky que d'autres objets du quotidien porteurs de courants ou d'ondes électromagnétiques, affirme l'avocat d'Enedis. Tels que le babyphone, les prises de smartphone, la télévision, les plaques à induction, le Wi-Fi.
Les box utilisent les mêmes courants en permanence et diffusent dans la maison. Et donc, il n'y a pas de démonstration à l'heure actuelle que l'ajout d'un compteur Linky vienne augmenter significativement les champs magnétiques qui d'ores et déjà sont dans toutes nos habitations. Enedis ne conteste absolument pas la maladie des personnes qui sont électro-hypersensibles, mais elle dit qu'il n'y a pas de démonstration et elle s'est attachée à le vérifier, notamment avec toutes les agences, sur le fait qu'il puisse y avoir une nocivité particulière de Linky. Enedis continuera donc à installer des compteurs Linky. Une obligation légale, rappelle-t-il, au nom de la transition énergétique et de la maîtrise de la consommation, avec un objectif de 80% d'ici 2021. Vous vous rappelez ce slogan « Perrier, c'est fou » ? Dans le Gard, la petite bouteille verte poursuit son épopée. L'usine Perrier de Vergès est en pleine transformation. Chaque année, l'usine produit plus d'1 milliard de bouteilles et l'objectif est d'atteindre les 2 milliards en 2020. Et pour faire face à la demande, il faut sans cesse innover, comme le montre ce reportage de Julie Darling pour Via Occitanie, notre partenaire. La ligne d'à côté, qui est des canettes plus petites, elle est à 60 000 bouteilles. Ah, celle-là qui est à 36 000, le plus faible c'est 32 000 dans ce format-là. 32 000 bouteilles produites par heure, c'est un des fleurons du Gard qui ne cesse de s'agrandir. L'usine Perrier connaît aujourd'hui une vraie transformation depuis 2015 avec le plan d'investissement du groupe Nestlé Waters. 4 nouvelles lignes d'embouteillage doivent être construites. 200 emplois ont été créés et d'autres sont à pourvoir. On a besoin de modernité pour accompagner le développement de notre marque, mais on est aussi, avec cette forte croissance, on avait besoin de changer les flux logistiques pour être sûr que sur le site, on allait pouvoir continuer à expédier l'ensemble des volumes nécessaires. Ça permet aussi d'avoir les dernières techniques et de continuer à être compétitif et de créer de l'emploi sur la région. Dans le cadre du plan d'investissement de 200 millions d'euros, une page est aussi consacrée à l'environnement. Quand on regarde le projet, on s'aperçoit que l'ensemble des bouteilles qui partent à l'export vont partir par une ligne de chemin de fer qui va directement au port de Marseille, à Fos. C'est considérable quand vous savez que Perrier est présent dans 140 pays au monde. Chaque année, l'usine produit 1,6 milliard de bouteilles. L'objectif de Perrier est d'atteindre les 2 milliards en 2020. On va ouvrir à présent une page santé dans ce JT. Dans un instant, nous recevrons un responsable de la mutualité française pour nous parler des atteintes des Français en matière de santé en vue des futures échéances européennes. Toutes leurs attentes, on va en parler avec vous. Merci d'être là. Mais avant, regardez ce reportage. La loi recherche des médecins désespérément. Le phénomène ne cesse de prendre de l'ampleur. L'absence de médecins dans les zones rurales, c'est un véritable problème. Et à Belgrade, en Forez, dans la Loire, on recherche un médecin généraliste. Depuis plusieurs mois, une pancarte est installée à l'entrée du village. C'est un reportage sur place de Morgane Cross pour la chaîne TL7. Regardez. C'est cette pancarte, visible depuis l'entrée du village, qui a attiré notre attention. Bellegarde-en-Forêt recherche un médecin. C'est le maire qui a pris cette initiative. Sans réponse de l'ordre des médecins et de la faculté de médecine, Jacques Lafont a pris les choses en main. Nous nous trouvons dans la maison médicale de Bellegarde-en-Forêt où on veut accueillir un médecin. C'est le futur cabinet d'un médecin. On a alerté l'ordre des médecins, on a alerté l'université. On n'a pas eu de réponse officielle de la part de l'ordre des médecins, ni de l'université d'ailleurs. Ce local de 20 mètres carrés est flambant neuf. Occupé provisoirement, c'est aujourd'hui devenu une maison médicale où se côtoient plusieurs professions. Un médecin généraliste serait donc le bienvenu. C'est le maillon manquant qui nous manque sur Bellegarde. On a déjà des infirmiers, des ostéos, des kinés, une pharmacie. Il nous manque évidemment le médecin pour envoyer du monde un petit peu de tous les côtés. Cette pharmacienne a racheté l'officine il y a seulement quelques mois. Et pour la professionnelle, un médecin sur la commune représente un réel intérêt économique. C'est sûr que pour moi, ce serait effectivement un gain supplémentaire. Oui, ça c'est sûr que ça améliorerait. Oui, ça faut le reconnaître. Je pense qu'il y aurait plus de patients parce qu'effectivement, souvent on va au plus proche. Quand on va chez le médecin, on va à la pharmacie à la plus proche. Et c'est un accueil chaleureux qui lui sera bien évidemment réservé par ses confrères. Dans ce village de plus de 2000 habitants, les citoyens doivent donc se rendre dans les communes avoisinantes, comme à Moron-les-Bains, Saint-Cyr-les-Vignes ou encore Chazelles-sur-Lyon.
Pour le maire de Bellegarde-en-Forêt, avoir son propre médecin, c'est aussi assurer la santé de ses concitoyens et particulièrement les personnes les plus vulnérables. Dire qu'on est dans un désert médical, ça ne serait pas vrai, puisqu'on est entouré de villes qui ont des médecins. Moron, Saint-Galmier, Chazelles, même nos voisins de Saint-André ont des médecins. Mais bon, au quotidien, pour les personnes de notre commune, ça pose quelques problèmes, surtout pour les personnes âgées qui ne peuvent pas forcément se déplacer dans les communes avoisinantes, sauf de prendre un taxi pour se rendre dans les communes avoisinantes. La maison médicale n'attend donc plus que son médecin. Côté modalité, c'est avec la mairie qu'il faut prendre rendez-vous. Bonjour Mathias Savignac, vous êtes le délégué aux questions internationales à la Mutualité française. Merci d'être avec nous ce matin. Tout d'abord, un chiffre qui m'a impressionné quand je l'ai appris. Plus d'un Français sur deux est protégé par une mutuelle, soit 35 millions de personnes. C'est vrai ? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, pour autant, on ne s'en rend pas forcément compte au quotidien parce que mutuelle est un terme un peu galvaudé qui regroupe à la fois dans le vocable utilisé généralement, à la fois les mutuelles, les assureurs, les complémentaires santé au sens large. Alors, c'est la raison pour laquelle vous êtes impliqué dans le débat de la société et la Mutualité française invite l'ensemble des têtes de liste aux élections européennes à un grand débat qui se déroulera le 11 avril à Paris à la Maison de la Radio et cette chaîne Public Sénat est partenaire de cette opération. Qu'est-ce que vous allez demander comme engagement aux différentes têtes de liste que vous aurez toutes, j'ai vu la liste? Alors on les a tous, on a les 10 principales têtes de liste pour les prochaines élections européennes et notre objectif dans cette démarche, c'est de pouvoir les interpeller finalement sur les préoccupations qui intéressent les Français aujourd'hui et qui sont relatives à la santé, à l'accès aux soins, finalement à ce qui s'intègre dans un grand débat sur l'Europe sociale. Voilà. Si on rentre dans le détail, c'est quoi concrètement pour les gens qui nous écoutent, par exemple, j'allais dire, ils vont avoir droit à quoi en plus? Alors, ils vont avoir droit à quoi en plus? Les candidats. Alors, les candidats, on souhaite les interpeller sur les préoccupations des Français. Et pour ça, on s'est organisé depuis le mois de février pour organiser des interpellations citoyennes à travers des débats, des événements organisés localement dans les régions, à travers aussi un manifeste, un questionnaire en ligne qui a été très largement relayé et auquel les Français ont contribué et pour lesquels ils ont fait des propositions qui seront mises en ligne pour une votation. Et ça, c'est votre rôle de faire ça, dans ce type d'élection? C'est le rôle de la Mutualité française? C'est notre rôle dans la mesure où on est un gros contributeur à l'accès à la santé des Français. Et on a le sentiment, en tant que mouvement mutualiste aussi, que nous avons un rôle à jouer avec nos partenaires européens, qui ont aussi une forte appétence à la question sociale. On a une légitimité pour interpeller celles et ceux qui vont prendre des décisions qui auront un impact fort sur la santé environnementale, sur l'accès aux soins des Français et des Européens au sens large. Vous avez une idée de ce qui inquiète les Français dans ce domaine, précisément? Ça remonte, c'est remonté, on sait. On a par exemple les 3 questions qui les inquiètent le plus. Alors, les questions qui les inquiètent le plus, c'est est-ce que, quand je suis dans une zone rurale, par exemple, et que le médecin s'en va à la retraite, comment j'accéderai à des soins de qualité? Comment, malgré ma complémentaire santé, j'ai des difficultés à accéder à des soins parce qu'il y a des dépassements d'honoraires, parce qu'il y a des difficultés à s'orienter dans un système de santé complexe. Et puis aussi une question qui se pose pour les mutuelles, puisqu'on représente, vous l'avez dit, 35 millions de personnes. Comment on peut se positionner comme un tiers de confiance entre des besoins en santé qui augmentent et puis une offre de soins qui est complexe et dans laquelle on ne se repère pas facilement aujourd'hui? L'Europe sociale peut aider à plus de lisibilité sur ces affaires-là. L'Europe peut aider. Elle est une aide ou elle est un problème? L'Europe doit être, à mon sens, le lieu où les citoyens et les nations se parlent. C'est-à-dire où, ensemble, ils trouvent les voies et les moyens pour construire une Europe qui protège, une Europe plus humaine, et finalement une Europe dans laquelle les États ont envie de poursuivre leur destin commun. On voit aujourd'hui le Brexit qui est au cœur de l'actualité pose éminemment les questions de quelle est la destinée des citoyens européens aujourd'hui. On a un sentiment fort. Sur ces élections, on a la conviction que les sujets relatifs à l'économie, à l'immigration, à la sécurité seront présents. Mais malgré tout, ces sujets-là témoignent d'une peur de l'autre. On a encore à l'esprit, il y a quelques années, le plombier polonais, sur les sujets d'immigration économique, sur les sujets sécuritaires aussi. Et on a la conviction aussi qu'un des ciments du vivre ensemble européen passera par avoir envie de vivre avec l'autre. Et on pense que la santé, la protection sociale, ce sont le ciment et le terreau d'une Europe dans laquelle les citoyens se sentiront bien. Quid des Européens qui viennent se faire soigner en France?
Il y en a beaucoup, on parle beaucoup d'anglais bien sûr, mais d'autres nationalités qui viennent se faire soigner en France. Comment vous allez, parce qu'il y en aura de plus en plus visiblement, comment vous allez faire là ? Alors, c'est plus large à mon sens que des citoyens européens qui viennent se faire soigner en France. Des Français vont aussi se faire soigner à l'étranger. Et ça pose finalement la question pour l'Europe de comment on harmonise un petit peu les droits sociaux européens, comment on favorise non pas la compétition entre les États, mais l'entraide et la mutualisation sur l'accès à la santé. Et on a eu des initiatives sur la précédente mandature de Juncker, avec le socle européen des droits sociaux en 2017 à Göteborg, qui a posé finalement une base de droits, mais cette base n'est ni coercitive ni tellement incitative, mais en revanche, elle constitue une base de travail sur laquelle on pourrait œuvrer pour un véritable traité de convergence des droits sociaux. Mathias Savignac, délégué aux questions internationales à la mutualité. Je rappelle donc que vous invitez l'ensemble des têtes de liste aux élections européennes à un grand débat qui se déroulera le 11 avril à Paris, à la Maison de la Radio, et que cette chaîne est partenaire donc de ce débat. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. On passe dans un instant aux unes de la presse quotidienne régionale, puis au Club de la Presse ensuite. À tout de suite. Bonjour Saveria, merci d'être là ce matin à la une de la Dépêche du Midi. Évidemment, Sénat, Élysée, c'est la guerre. Le gouvernement ne cache pas sa fureur après le vote du bureau du Sénat qui a décidé de transmettre à la justice les cas des collaborateurs d'Emmanuel Macron dans l'affaire Benalla. Édouard Philippe a boycotté la séance de questions d'actualité, un geste rarissime. Richard Ferrand annule une conférence commune avec Gérard Larcher. La majorité présidentielle parle d'un procès politique. Je ne suis en guerre contre personne, leur répond Gérard Larcher. Et puis toujours dans la Dépêche du Midi, un tout autre sujet. Un an après les attentats de Trèbes et de Carcassonne, l'heure du souvenir. Demain, des cérémonies sont programmées à la caserne Iéna, à Carcassonne. Et sur le parvis de la mairie de Trèbes, ce n'est plus Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui est attendu dans l'Aude demain pour présider aux deux temps de cette commémoration, mais bien le Premier ministre, Édouard Philippe. Et on revient évidemment sur toutes ces questions en troisième partie d'émission avec vous dans Territoire Sénat. Saveria, à la une de Sud-Ouest, c'est la ruée vers le nouvel or vert. Premier bassin de production français, le Sud-Ouest s'est engouffré sur le marché des protéines végétales en misant sur le soja. En 10 ans, la production de soja a été multipliée par 5. Reportages à Vic-en-Bigorre, dans une usine qui traite 25 000 tonnes de soja par an. Le nombre d'agriculteurs cultivant du soja non OGM dans le département des Hautes-Pyrénées a quasi quadruplé en 4 ans, une filière d'avenir en plein essor donc. Et puis on passe à la une de la Nouvelle République du Centre-Ouest avec Leclerc à l'offensive contre Amazon, l'américain. Pour contrer Amazon, Leclerc se dote d'une plateforme mécanique de 6000 m² et embauche 80 personnes. Socamen, qui est la coopérative d'approvisionnement des magasins Leclerc dans l'Ouest, vient donc de se doter d'une plateforme à Champagné, c'est dans la Sarthe. C'est la 6e centrale d'achat du groupement à le faire, sur les 16 au total. Nous avons pour objectif, notamment grâce à nos drives, de réaliser 10% de notre chiffre d'affaires à partir du digital d'ici 2020. Amazon, nous allons résister. Amazon, nous allons gagner, explique Michel-Édouard Leclerc dans une interview donc à lire dans la Nouvelle République. Voilà, dans la Charente Libre, les journaux du groupe Sud-Ouest, ce sont les insomnies qui sont traitées aujourd'hui. C'est le cauchemar des nuits blanches. C'est aujourd'hui la journée du sommeil, insomnie aux nuits trop courtes. Les Français dorment en moyenne 6h42, c'est peu. Trop peu, on dort de moins en moins et de moins en moins bien. La faute au téléphone portable, tablette et autres ordinateurs qui troublent notre sommeil, ce qui engendre des conséquences néfastes sur notre santé. Comment lutter contre les insomnies, améliorer son sommeil, témoignages et conseils de spécialistes. Et puis, premier conseil, avoir une activité physique régulière de 30 minutes par jour, s'exposer à la lumière du jour quotidiennement pendant plus d'1 heure. Voilà. Si vous êtes intéressé par cet article, vous pouvez le retrouver sur la charentelibre.fr. Merci Saveria, à tout à l'heure pour la troisième partie de l'émission, la partie parlementaire avec évidemment ce qui se passe entre le Sénat et l'exécutif en ce moment. Merci à vous. Dans un instant, le Club de la Presse, je retrouve Michel Richard. À tout de suite. Bonjour Michel Richard, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci, bonjour Cyril. Cette affaire Benalla, les sénateurs font vaciller l'Élysée, titre Le Parisien. Ça me paraît quelque peu exagéré. Bon, qu'il y ait des tensions, c'est une évidence.
on voit bien que se joue un jeu subtil, compliqué entre l'Élysée et le Sénat depuis le début de l'affaire Benalla, depuis le début de la constitution de cette commission d'enquête. L'Élysée soupçonne le Sénat de se mêler exagérément de ce qui ne le regarde pas, c'est-à-dire d'empiéter sur l'exécutif, donc de ne pas bien respecter la séparation des pouvoirs. Le Sénat fait valoir en l'occurrence que non, pas du tout, qu'il est tout à fait dans son rôle et qu'il respectera bien la limite de ce qui lui appartient et de ce qui appartient à la justice, qui est par ailleurs saisie, pouvoir judiciaire, pouvoir législatif. Vous me suivez? La commission se déroule, elle voit tout le monde, et tout le problème était en fait de savoir si, in fine, le bureau du Sénat renverrait au parquet, c'est-à-dire pour une instruction pénale, le seul Benalla ou bien les 3 collaborateurs, dont Alexis Kohler, qui est quand même le secrétaire général de l'Élysée. Patrick Strodal, le directeur de cabinet, et le général Lavergne. Et le général Lavergne, qui est le patron de la sécurité de l'Élysée. Et c'est évidemment cette option-là, c'est-à-dire l'option hard, l'option dure, l'option agressive, qui a été choisie par le bureau du Sénat. Mais pourquoi le chef d'état-major, par exemple, de l'Élysée, a-t-il lui aussi été envoyé? Pour la même raison que Alexis Kohler et Patrick Strodal, c'est-à-dire pour des approximations, des contradictions dans leur version. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura de caractérisation pénale à tout ça. Il peut, il peut, ça n'est pas du tout assuré. C'est maintenant au parquet de dire s'il y a lieu ou non de poursuivre ou de transmettre auprès d'un juge d'instruction. Si la preuve est faite que sciemment, en toute conscience, ils ont menti aux sénateurs, on n'a pas le droit de mentir devant une commission d'enquête. On prête serment. On n'a pas le droit de mentir. Contrairement, quand vous êtes devant un juge d'instruction, vous pouvez mentir. Mais là, non. On entend dire ici et là, on lit que c'est une dérive à l'américaine. Hein. Vous savez, on a tous en mémoire ces commissions du Sénat qui sont très spectaculaires, retransmises à la télévision. D'ailleurs, ça a été le cas à Public Sénat pour certains éléments de ces commissions d'enquête. Ici, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça a glissé? Est-ce que sous la Ve République, il y a des références à ça? Ce n'est pas une dérive, mais en l'occurrence, il est vrai que c'est un petit peu spectaculaire. D'une part parce que son homologue de l'Assemblée nationale fait pchit à cette commission d'enquête, que seule celle du Sénat a tenu la route, a entendu qui il voulait entendre. Et puis il faut dire que le sujet même est très télévisuel. Qu'est-ce que vous voulez? Benalla est un personnage de roman, c'est un personnage de série pour Netflix. Vous avez là un jeune garçon, visiblement très doué, très imaginatif, qui s'est mis aux côtés de Macron, lequel a noué des liens de sympathie avec lui, et puis voilà, qui dérive par tous les côtés, et on en découvre chaque jour, à chaque épisode de ce feuilleton, une nouvelle. Alors c'est le port d'armes, c'est la violence policière, c'est le passeport diplomatique, que sais-je. Donc il est vrai que le sujet même ne pouvait que porter à faire un grand succès télévisuel. Alors le détail de cette journée tout à l'heure dans la 3e partie parlementaire de cette émission. Un mot sur le Brexit. Theresa May a accepté les 2 dates proposées par l'Union européenne pour un court report. On n'y comprend plus grand-chose. Il aura lieu comprenne qui pourra. On voit bien que, donc pour résumer les choses, le Conseil européen, hier, a décidé d'octroyer 2 dates possibles. Un temps minimum. Ou bien le Parlement britannique signe l'accord que lui propose Theresa May, et à ce moment-là, le Brexit se fera le 22 mai, le temps pour la Grande-Bretagne de régler quelques problèmes d'ajustement de textes juridiques pour aller vite. Ou bien ça n'est pas le cas, et à ce moment-là, la date est fixée au 12 avril, donc demain, 12 avril, et d'ici... Avec des conséquences qu'on imagine, on a eu beaucoup de reportages là-dessus. Bien sûr. Alors là, tout est possible. Oui, tout est possible. Et pourquoi le 12 avril? Parce que si la Grande-Bretagne n'arrive toujours pas à se décider, il y aurait la possibilité encore à cette date pour la Grande-Bretagne de participer aux élections européennes. C'est surréaliste. Et de les organiser. Et de les organiser. C'est surréaliste. Comment un pays qui veut quitter l'Union européenne peut-elle, à la dernière limite, organiser une élection pour y envoyer des députés? C'est évidemment surréaliste. Il y a quand même, qui persiste ici et là, il commence à y avoir des articles, beaucoup dans la presse anglaise, sur ces difficultés de la monarchie parlementaire britannique, qui jusque-là était un exemple. Oui.
Pour le reste du monde, presque. Il est vrai que là, on se trouve dans une situation inouïe qui est très simple. Au fond, pour la résumer, le Parlement britannique ne veut pas signer l'accord qui a été négocié pendant plus de 2 ans avec l'Europe, et elle ne veut pas quitter l'Europe sans accord. Voilà. Et évidemment, les 27 partenaires européens sont là, essayant malgré tout de ménager un peu Theresa May, etc. etc. Mais la vérité, c'est que le Parlement... L'Europe a confiance en Theresa May. L'Europe espère toujours encore un petit peu qu'il y aura un Brexit avec accord, ce qui est en effet mieux, elle veut un interlocuteur, mieux que sans. Et un interlocuteur, il faut dire que tout le monde se dérobe. Par ailleurs, en Grande-Bretagne, personne ne veut être en première ligne. Hein, donc la malheureuse, elle essaie de se dépatouiller. Un mot, la reine peut quelque chose à tout ça ou pas? Non. Non, institutionnellement, non. Après ça, on dit beaucoup dans ces entrevues dont il ne filtre jamais rien avec le Premier ministre britannique. Elle peut évidemment dire un petit peu ce qu'elle pense. Mais elle ne s'est jamais prononcée d'ailleurs sur le fait de savoir si elle était pour ou contre le Brexit. Maintenant, les experts de la couronne pensent qu'elle était plutôt pour le Brexit. Merci Michel. Richard, on vous retrouve tout à l'heure pour le débrief de l'actualité. On va regarder ensemble la météo des territoires de Gilles Mourou, le temps qu'il fait en France et dans les départements français des Outre-mer. A tout de suite. La météo des territoires vous est présentée par la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. C'était la météo des territoires avec la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. Voilà, dans un instant, c'est le Zap Monde. Ce que vous devez retenir de ce qui s'est passé dans le monde ces dernières heures avec notre partenaire TV5 Monde, notamment ces images d'un cyclone et des inondations au Mozambique avec des difficultés pour gérer la situation, notamment l'acheminement des secours. A tout de suite. Avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Le Mozambique a non seulement dû affronter les rafales du cyclone Idai, mais aussi les inondations. Plusieurs personnes sont mortes ici. Ici, c'est encore à peu près normal. Mais là-bas, de l'autre côté, les choses vont très mal. Pas de maison, pas d'eau. Les gens sont dans la rue, sans toit, qui ont faim. Nous n'avons plus rien. Je n'ai pas réussi à trouver une seule chose. Les pays touchés ne semblaient pas prêts à affronter une telle catastrophe et les secours peinent encore à s'organiser face à l'ampleur du désastre. Eugène Diomin Dongala savoure. Le bras levé, drapeau congolais autour du cou et pas un regard en arrière, vers les murs de cette prison où il a passé plus de 6 ans pour officiellement viol sur mineur. Farouche opposant politique, ouvertement opposé à Joseph Kabila, Diomin Dongala a toujours nié. Et tout cela a été orchestré par les services de sécurité. Alors ce genre de montages ne doivent plus se faire dans notre pays et que la justice ne soit plus instrumentalisée pour nuire aux adversaires politiques. Ce n'est peut-être pas ce qu'il envisageait comme retraite. Escorté par les policiers qui viennent de l'interroger, Michel Temer s'apprête à être transféré à Rio de Janeiro pour y être placé en détention préventive. Rattrapé par une enquête anticorruption, l'ancien président brésilien est soupçonné d'être le chef d'une organisation criminelle par la justice de son pays.
Chacun doit être tenu responsable de ses actions. La justice a été créée pour tout le monde. Un autre enfant va décider à son tour de parler. À 12 ans, il crie déjà son allégeance au califat. Le califat, il vivra, il renaîtra. Et on continuera à l'aimer même si vous nous dites de le détester, même si l'ennemi veut nous tuer. Vous pensez qu'on va s'en aller? Non, non. À côté du cauchemar logistique, gérer le radicalisme d'une partie de la population du camp est un défi supplémentaire. La scolarisation de ces enfants est considérée comme une priorité, mais ici aussi l'infrastructure manque. On a besoin d'écoles, de centres de soutien. Ces enfants, on peut les récupérer. On peut leur offrir une nouvelle vie, les laisser vivre leur enfance. C'est essentiel.